Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Au sommaire de l'actualité ce soir, la présidentielle en Égypte qui s'est ouverte ce lundi. Les quelques 60 millions d'électeurs attendus disposent de 3 jours pour se rendre aux urnes. Une élection présidentielle sans réel suspense. Le président sortant Abdel Fattah al-Sisi est assuré de décrocher un deuxième mandat. Le seul véritable enjeu de cette élection reste le taux de participation. On en débat dans un instant avec nos invités. Au programme également, les banques est-africaines en pleine zone de turbulence. Le secteur est confronté à un volume croissant de créances improductives et les perspectives de sortie de crise au cours des prochains mois ne sont guère optimistes. Puis une problématique qui touche de nombreuses familles, celle de leur prise en charge durant l'hospitalisation de leur enfant malade. Quelle place pour ces parents à l'hôpital alors que l'hébergement social reste peu développé? C'est à suivre dans la troisième et dernière partie de cette émission. Et pour m'accompagner ce soir avec moi, monsieur Mawawa Mawakiese, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien député au Parlement congolais, également délégué des Assises nationales du Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Également à mes côtés, monsieur Adam Azezi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en stratégie dans le secteur financier. Notre éditorialiste Djemal Taleb est également présent avec nous. Bonsoir Djemal. Bonsoir Zahra et bonsoir à tous. Commençons par l'actualité politique. Les Égyptiens ont donc commencé à voter ce lundi pour l'élection présidentielle. 60 millions d'électeurs sont attendus aux urnes jusqu'à mercredi pour choisir entre le président sortant Abdel Fattah al-Sisi, grand favori, et Moussa Moustapha Moussa, un candidat, l'un des partisans du chef de l'État, Moustapha Moussa, qui battait campagne il y a encore quelques semaines pour le président al-Sisi. Les précisions de Solène Duplessis. 60 millions d'Égyptiens sont appelés à élire leur président depuis ce lundi 26 mars. Seuls 2 candidats en lice, le président sortant Abdel Fattah al-Sisi et Moussa Moustapha Moussa, chef du parti libéral Al-Ghad. Un unique concurrent qui s'est déclaré candidat le 29 janvier 2018, soit la date limite de dépôt des candidatures. Et ce, après avoir soutenu la campagne présidentielle de son adversaire, Abdel Fattah al-Sisi. Les autres candidats à la présidentielle avaient déjà été écartés, certains emprisonnés, d'autres conduits à l'abandon. L'enjeu est totalement joué à l'avance. En tout cas, Abdel Fattah al-Sisi a fait tout pour pouvoir être réélu à l'aise, son véritable concurrent. Ce qui est sûr, c'est que c'est un homme qui va être réélu sans problème. Il tient les commandes et quand on sait, je pense qu'il est appuyé puissamment par ce qu'on appelle l'armée qui aujourd'hui a la main sur le pays. Au pouvoir depuis juin 2014, le président égyptien présente un bilan mitigé, tant sur le plan économique que sécuritaire. Après la révolution de 2011 qui avait entraîné la chute du régime de Hosni Moubarak et des espoirs de liberté pour la population, Abdel Fattah al-Sisi semble aujourd'hui diriger le pays d'une main de fer. En réalité, on revient à un scénario d'avant 2011. C'est tout à fait les ingrédients de l'ère Moubarak. Peut-être Sisi il est plus jeune, plus dynamique et on sent que globalement la société est totalement derrière lui. Il y a une répression féroce dans le pays et tous les contre-pouvoirs ont été neutralisés. Voilà aujourd'hui l'Égypte de Abdel Fattah al-Sisi. Très peu de suspense à l'issue de ce premier tour qui a lieu du 26 au 28 mars 2018 avec 2 candidats et pas de second tour. Seulement, le taux de participation doit être suffisamment élevé afin de légitimer une réélection du président sortant. Les résultats définitifs seront proclamés le 2 avril 2018. Mawawa Mawakiese, c'est véritablement sur le taux de participation que va reposer la légitimité de la réélection du président al-Sisi quand on sait que cette élection se joue son véritable rival face à lui. Je pense que depuis un certain temps, dans plusieurs pays d'Afrique, actuellement, on se rend compte que les dictatures sortent des urnes. Donc le taux de participation, quel qu'il en soit, on sait que l'Égypte, après les 30 années d'Hosni Moubarak, il y a eu une révolution, mais qu'après la révolution, il y a eu un régime islamiste qui après, en fait, il y a eu le coup d'État, donc qui a fait que l'armée revienne au pouvoir.
Donc, généralement, en Afrique, ceux qui organisent les élections ne les perdent pas. Donc, on ne sait pas en réalité comment ça va se passer, mais je sais que beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs disent que les dés sont déjà pipés d'avance. Donc, l'enjeu, le taux de participation, Djemal Taleb. J'ai écouté le sujet, j'ai écouté ce qu'a dit Hicham, donc, qui est intervenu sur Hicham ce sujet-là. Benaïch. Hicham Benaïch, que je connais bien et que je salue. Et je pense, contrairement à lui, je pense d'abord comme lui qu'il n'y a pas de mystère. Je pense comme lui, en effet, que le régime du président Al-Sisi n'est pas un régime démocratique, qu'il n'y a pas de démocratie et qu'il n'y a pas de transparence des élections. Donc la question ne se pose pas. En revanche, là où il y a une nuance entre lui et moi, c'est que je ne pense pas qu'il y ait un retour vers l'ère Moubarak. Et donc l'idée d'imaginer qu'il ne s'est rien passé et qu'un retour à la case départ, je n'y crois pas une seconde. La deuxième chose, c'est qu'il y a un traumatisme que l'Égypte a vécu ces 10 dernières années, plus précisément depuis 2011, et les Égyptiens de ce point de vue-là en sont totalement blasés. Quand vous en êtes à une bombe qui explose tous les jours, à une instabilité permanente, tout celui qui peut vous donner une stabilité, vous en êtes content. Si la stabilité est en plus accompagnée d'une prospérité économique, ce serait mieux, ce qui n'est malheureusement pas le cas, parce que la situation économique égyptienne n'est pas bonne, la dévaluation de la livre est un traumatisme très fort pour les Égyptiens, et donc l'instabilité globale de la région ne donne pas, hélas, au président Al-Sisi le rêve qu'il aurait probablement envie de donner, en sachant qu'il les a privés de ce qui leur paraît important. Et puis, troisième point important, ou un quatrième point important, c'est qu'il y a une situation politique égyptienne à laquelle il faut faire attention et dont il faut tenir compte. Premièrement, c'est l'échec patent de l'opposition dite démocratique. Celle-là a totalement disparu des radars. La deuxième chose, c'est que le jeu politique se faisait entre la confrérie des frères musulmans et des salafistes. Et en réalité, le scrutin organisé avant que le président Morsi n'arrive au pouvoir, donc c'est le maréchal Tantawi, se faisait globalement entre les frères musulmans et les salafistes. Et on a l'impression que l'opposition démocratique allait même disparaître. Tout le monde pensait que l'ancien président de la UEA, Al-Baradei, allait probablement sortir vainqueur. Lui ou Amr Moussa, qui était tenté aussi. On voit très bien que tout cela a explosé en lambeaux et qu'en réalité, le jeu se faisait entre trois têtes. L'armée, qui reste somme toute une organisation importante, utile, nécessaire, qui est la colonne vertébrale de l'État et qui, de mon point de vue, a tout le respect qu'il faut bien lui donner. Et puis, le jeu politique qui se fait entre la confrérie des frères musulmans, qui a gagné les élections en ayant présenté même un pantin, le président Morsi, qui n'était en réalité pas le chef, parce que le vrai chef, c'était absolument pas lui, et le jeu donc, entre les salafistes, qui, eux, sont de toute façon sortis assez vainqueurs. Donc tout cela a posé un problème. En réalité, l'Égypte joue aujourd'hui une situation compliquée. Elle est dans une région instable. Elle est dans une Syrie dont on ne connaît pas la situation. Elle serait un conflit frontalier qui ne s'appelle pas comme ça, mais qui existe, ou en tout cas qu'elle subit sur la frontière israélo-palestinienne. Elle est dans une situation instable parce que ses relations avec l'Arabie saoudite et son engagement sur le conflit Yémen lui donnent une place importante. Et je pense que le président Al-Sisi doit devoir penser à cela. Et en effet, je pense moi aussi que la démocratie est importante et que si on pouvait avoir un jeu démocratique, ce serait bien, mais que c'est très compliqué de donner des leçons de démocratie à un pays de 90 millions d'habitants, à une ville de 23 millions d'habitants. Et quand on a vécu de 2011, 12, 13, 14, dans ce pays, on devient un tout petit peu prudent et on essaye de ne pas donner beaucoup de leçons aux autres. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Même si, encore une fois, je déplore le manque de démocratie et je déplore le manque de liberté, ça va de soi. Adam Azeizi. Alors, moi je pense qu'il est très important de contextualiser le contexte des élections égyptiennes par rapport à son histoire qui est assez récente, à savoir que la bicandidature est quelque chose qui est très récent. Ça date de 2005. Avant 2005, le président le candidat à la présidentielle était désigné par le Parlement et se présentait sous forme de référendum, oui, non, avant d'être élu. Et Hosni Moubarak, dans ces dernières années, a diversifié le paysage politique en intégrant un adversaire potentiel pour avoir plus de légitimité. Ce qui est important aujourd'hui à voir, c'est que après cette expérience de 2012... il y a eu quand même 13 candidats à la présidentielle en 2012. Hein. C'était un pays qui essayait de se reconstruire suite à la Révolution. L'enjeu de la participation aujourd'hui dans le nouveau contexte est très important. D'une part,
cela permettra au maréchal Sissi d'imposer sa légitimité par rapport à ses détracteurs, c'est-à-dire qu'un taux de participation important, ce qui est assez difficile parce que les élections présidentielles égyptiennes mobilisent peu. On a vu aux dernières élections du maréchal Sissi. 47,5% en 2014. Qui sont la suite d'une prolongation de 24 heures, puisque avant il y avait moins de 30% à peu près de participation. Donc c'est assez important. Donc d'une part, ça permettra au président Sissi d'asseoir sa légitimité et d'autre part de s'imposer devant l'institution phare du pays, qui est l'institution militaire, qui a le pouvoir de changer de président au gré de ses envies. Donc le fait d'avoir une légitimité devant les urnes et réussir à mobiliser la population permettra au président Sissi de s'imposer devant cette institution et éventuellement, parce qu'il faut le rappeler que la constitution égyptienne n'autorise que 2 candidatures, donc éventuellement dans les prochains mandats, prévoir une réforme de la Constitution pour un 3e mandat pour le président Sissi, comme ce qui s'est passé en Russie avec Poutine. Donc, oui, Djemal Taleb. Et votre idée de contextualiser est bonne, elle me va tout à fait. Mais il faut tellement contextualiser qu'il faut se rappeler que l'Égypte a un parlement depuis 1830. Ce n'est pas un pays qui découvre non seulement le jeu démocratique, parce que le bouillonnement démocratique et culturel est très important dans ce pays, et c'est probablement l'un des plus vieux pays qui a une des plus vieilles industries de la région. Et donc l'industrie, cela veut dire une classe ouvrière importante, une classe syndicale importante et un tissu d'ingénieurs de bon niveau. C'est-à-dire que l'Égypte, c'est tout ça à la fois. Et au-delà du rayonnement culturel, civilisationnel, culturel qu'est l'Égypte, c'est que nous ne sommes pas dans un pays où un dictateur se réveille le matin, prend le pouvoir, décide d'imposer ses vies et puis circuler, rien à voir. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça l'Égypte. L'Égypte, c'est beaucoup plus large que ça. C'est une armée, vous avez raison, qui est importante. Qui est un État dans l'État. Elle impose incontestablement, elle a des règles, des codes de conduite, elle n'est pas aussi sauvage qu'on veut bien l'imaginer, ça n'est pas vrai. C'est une vraie institution qui compte probablement le plus grand nombre d'ingénieurs de la région, pour un ingénieur du pays. Et donc l'Égypte, c'est tout ça à la fois. Et puis, c'est une vieille classe intellectuelle importante. Mais moi, je pense que l'élection de 2013 est un moment important qu'on n'oubliera pas. Et qu'on ne peut pas considérer que c'est juste une parenthèse comme ça. Elle a révélé une réalité, mais elle a révélé une fracture assez importante dans ce pays qui n'était pas préparé. Les changements, ou en tout cas les événements de 2011, n'ont pas été ni programmés, ni prévisibles, ni voulus, ni recherchés. Ceux qui les ont subis par surprise, ceux qui en ont profité n'en sont pas à l'origine. C'est-à-dire que ni les frères musulmans ni les salafistes ne sont à l'origine de la révolution. C'est une révolution populaire qui vient de la rue, des jeunes, de ceux qui demandent la liberté, qui ont soif de démocratie. Sauf que le comportement global, général de tout le monde pendant les 2 années qui ont suivi, et je crois, moi, que la médiocre présidence du président Morsi ont été aussi un facteur important. Et que vous ne pouvez pas imaginer que dans ce pays où la colonne vertébrale qui s'appelle l'armée, qui a un rôle, un facteur et un jeu fondamentalement important, va regarder en spectatrice un pays qui finalement était en train de se désintégrer et l'appareil de l'État complètement se perdre. La solution, hélas, n'est pas forcément la bonne, parce que la solution, c'est qu'on a un pays qui n'est plus du tout un pays démocratique. Je refuse encore une fois, essayant d'utiliser le mot dictature, parce que je considère toujours qu'il faut nuancer les choses et qu'une dictature, ça n'est pas ça, et qu'une dictature, il faut aller chercher du côté de Pol Pot, de Pinochet. C'est pas ça une dictature. Ça n'est pas un régime démocratique, c'est un régime autoritaire qui ne connaît pas et qui ne fait pas le jeu démocratique. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais ça n'est pas une dictature atroce, ce n'est pas vrai. C'est un pays qui a vécu des situations compliquées, et l'armée, encore une fois, parce qu'on ne peut jamais comprendre ni le jeu politique, ni la vie politique, ni l'histoire de ce pays. Il ne faut pas s'oublier que c'est le pays de Nasser, c'est le pays de Sadat. On parle de beaucoup Moubarak, mais ceux-là sont absolument anecdotiques. Oui, mais c'est le pays de Nasser. C'est-à-dire que l'alliance historique entre l'armée et la classe politique n'est pas nouvelle. Et d'ailleurs, Nasser lui-même, quand il a fait son coup d'État en 1950, il a fait l'alliance avec qui? Il a fait l'alliance avec les frères musulmans. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a un jeu politique, il y a une espèce de consensus historiquement
important dans ce pays qui a certes connu des difficultés. Et je pense moi que la présidence Moubarak était catastrophique pour l'Égypte de façon générale parce qu'elle l'a fait reculer en arrière. Mais ne comprenez pas l'Égypte sans l'armée, sans la classe politique, sans son histoire, sans son environnement et sans la région. C'est tout ça à la fois. En parlant de Nasser, l'un des objectifs est là, si on sort du côté purement démocratique, si on s'attelle au côté plutôt économique, on peut louer le travail qu'a fait Sisi sur le plan économique, puisqu'il s'est attaqué à des chantiers qui sont très difficiles. D'une part, il s'est attaqué au sacro-saint des subventions d'État de l'État égyptien, c'est-à-dire que l'État égyptien aujourd'hui consacre presque 1/5 de son PIB à subventionner les denrées premières, presque 1/4 de son budget est réservé au salaire des fonctionnaires, presque 7 millions de fonctionnaires sur 90 millions d'habitants, ce qui est assez énorme. Donc aujourd'hui, il s'est engagé dans des mesures qui sont très impopulaires, qui, dans un contexte normal, aurait pu lui coûter ces élections aujourd'hui, puisque l'impact a été une baisse du pouvoir d'achat, une inflation qui a été galompante. Alors ça peut lui coûter peut-être au niveau du taux de participation. De l'autre côté, les électeurs potentiels contrebalancent par rapport à ce qu'il y a à côté. Donc les risques potentiels, les risques sécuritaires, on a parlé de l'instabilité notamment dans le Sinaï et dans les attentats qui ont suivi la période après. Donc depuis 2013, c'est vraiment des attentats à répétition. Oui, tout à fait. Mais également, il y a une volonté, une promesse de créer de l'emploi. Le taux de chômage dans la campagne Sisi a été présenté comme ayant baissé durant le mandat. Néanmoins, la croissance aujourd'hui n'est pas assez importante pour créer suffisamment d'emplois pour les presque 2 millions d'Égyptiens qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Donc c'est quelque chose qui est assez dangereux par rapport à la croissance démographique du pays. L'Égypte, aujourd'hui, l'un de ses plus gros problèmes, c'est sa croissance démographique non maîtrisée qui est très importante, avec un chômage qui est galopant. Et donc ce sont des travaux qui sont assez difficiles à mener, qui nécessitent une stabilité. Et donc l'électorat donne confiance aujourd'hui au président Sisi pour mener des mesures impopulaires. Certes, une partie de l'électorat en souffre, notamment les classes les plus populaires, parce qu'ils voient leur salaire, leur revenu divisé par 2 avec cette inflation. Mais il y a une certaine résilience à voter pour... Il garde quand même, en tout cas le président Al-Sisi garde quand même une certaine popularité. Dans la politique du pire, le moins pire s'impose. Alors on va, pardonnez-moi, on va continuer de débattre de cette élection qui s'est donc ouverte ce lundi en Égypte. J'ai entendu très peu Mawa Kiessé. J'espère vous entendre dans la deuxième partie de cette émission. On va marquer. Ce qui m'aurait intéressé, c'est de voir un peu le problème des jeunes, par exemple, ceux qui avaient participé au mouvement d'avril 2011. Alors justement, certains ont été emprisonnés, on va avoir l'occasion d'en parler dans quelques secondes, juste après la pause. À tout de suite. D'accord.